on voit que le débat est en train de revenir dans plusieurs pays d'Europe. En Belgique, c'est tous les mouvements progressistes qui se retrouvent autour de l'idée de la semaine de 4 jours. C'était inespéré il y a 6 mois ou 8 mois. Et vous voyez, avec comme slogan, la semaine de 4 jours en 32 heures, le partage ou la barbarie. Je crois qu'ils ont raison, qu'il faut dire les choses franchement. Ou bien on a une vraie réduction du temps de travail qui peut créer massivement des emplois et qui peut nous donner du temps pour vivre autrement et vivre dans notre quartier, vivre ensemble. On voit bien que le vivre ensemble en Belgique comme en France, depuis les attentats, on sait que ça ne va pas de soi, donc il y a besoin de temps pour agir avec d'autres. Mais c'est le partage ou la barbarie, je crois, qui pose la vraie question. Et en France, le débat est revenu un peu de façon timide, sans aller jusqu'au bout, avec la primaire de la gauche, où Benoît Hamon a dit qu'il fallait réinterroger notre rapport au travail et a parlé de raréfaction du travail. Donc on s'est dit, ça y est, le débat revient. Mais y compris dans l'équipe de Benoît Hamon, certains disent que ce n'est pas sûr qu'il y ait une raréfaction, que peut-être on verra si les nouvelles technologies produisent une raréfaction ou si au contraire elles demandent plus d'emplois. Et ce qui fait que la question du temps de travail, parfois il en parle, parfois il n'en parle pas, on ne sait pas trop. Dans son équipe, certains disent que ça n'est pas un sujet, d'autres disent qu'il faut développer le temps partiel, d'autres disent qu'il faut relancer la négociation. Si vous avez 3 interlocuteurs dans l'équipe de Benoît Hamon en une semaine, vous avez 3 versions différentes. En général, ils disent ce que vous voulez entendre, c'est de la politique, on est en campagne, mais c'est 3 versions différentes et dans son projet, il y a très très peu de choses en fait là-dessus. Il faut trancher ce débat. Est-ce qu'on a ou pas une raréfaction du travail? Je crois qu'il y a 3 scénarios. Certains vous disent que c'est la fin du travail. Les robots ont tout pris le travail, il n'y a plus du tout de travail, c'est l'effondrement. D'autres vous disent que c'est Schumpeter, c'est la destruction créatrice. Bien sûr, il y a des emplois qui sont détruits ici, mais il y en a d'autres qui vont se créer là. Hop, 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 le système est équilibré, il suffirait d'améliorer la formation pour que les gens évoluent d'un métier à l'autre, mais il n'y a pas de problème de volume. Et puis certains disent, et j'en fais partie, qu'il y a bien le volume de travail qui diminue. Et j'en veux pour preuve, je me souviens qu'Arnaud Montebourg disait dans les débats qu'il n'y avait qu'en France qu'on se posait cette question, ou qu'en Europe, il expliquait en gros que c'était à cause du traité de Maastricht, qui est, aux yeux d'Arnaud Montebourg, est responsable de tous nos problèmes, et que ça ne se posait pas ailleurs. Je pense que Arnaud Montebourg devrait regarder de plus près ce qui se passe aux États-Unis. Il y a 2 courbes qui me paraissent assez impressionnantes aux États-Unis, qui montrent que les États-Unis sont très très loin du plein emploi, et que là-bas aussi, il y a bien une raréfaction du travail, malgré tout ce qu'ils ont fait pour relancer la croissance. La Banque centrale a mis 3 000 milliards de dollars sur la table pour relancer la croissance. Et malgré ça, vous voyez, première courbe, je ne sais pas si on la voit, c'est le taux d'activité. Parce qu'officiellement, le chômage est bon aux États-Unis, il n'y a que 5% de chômage, mais tous les mois, il y a 300 000 ou 400 000 personnes qui ne sont plus comptées comme chômeurs parce qu'elles sont écœurées, elles sont dégoûtées, elles ne vont plus s'inscrire, ça ne sert à rien. Donc le bon indicateur, c'est le taux d'activité. Et il y a aujourd'hui moins de 63% des adultes, américains qui sont actifs, qui sont présents sur le marché du travail, qui ont un boulot ou qui en cherchent un. Donc premier élément, on est très loin, on s'en éloigne du plein emploi. Deuxième élément, c'est une courbe qui vient d'un rapport tout à fait officiel de la Maison-Blanche, Economic Report of the President en 2007, donc avant la crise, et qui montrait la durée réelle moyenne aux États-Unis. On était tombé à 33,7 heures. Donc il y a de plus en plus de gens qui ne sont pas sur le marché du travail, c'est la première courbe, mais parmi ceux et celles qui ont un travail, il y a tellement de petits boulots à 10 heures par semaine qu'on est tombé à 33,7 heures de durée moyenne, alors qu'on était à 38 heures ou presque 39 heures il y a 30 ans. Alors les chiffres que donne le MEDEF, ou la droite, ou les conservateurs, il y en a aussi à gauche, c'est la durée à temps plein dans l'industrie. Quand on vous dit que les Américains travaillent 40 heures, c'est la courbe qui est en haut, et on voit qu'effectivement, c'est parfaitement stable depuis 40 ans. Un homme ou une femme qui travaille dans l'industrie à temps plein est entre 40 et 41 heures. Mais ça n'est plus que 10% des gens. Tandis que si on regarde l'ensemble d'après la Maison-Blanche, ce n'est pas une feuille de chou gauchiste, c'est d'après la Maison-Blanche, y compris ceux qui sont à temps plein dans l'industrie, tous emplois confondus, la durée moyenne, elle est tombée à 33,7 heures. Donc ceux qui nous disent qu'il n'y a pas de raréfaction du travail, sans doute c'est qu'ils n'ont pas foutu les pieds dans une entreprise depuis très très longtemps. En France, en Allemagne, aux États-Unis, on a besoin de moins en moins de travail pour produire de plus en plus de richesses. Ce n'est pas la fin du travail, ce n'est pas un effondrement. Et en termes anthropologiques, le travail reste important. S'il y a 15 000 personnes qui meurent chaque année en France, le chômage fait entre 10 000 et 15 000 morts chaque année, c'est bien qu'il manque quelque chose. Il y a l'aspect revenu évidemment, mais aussi l'aspect utilité sociale, lien social. Une fois, quelqu'un me disait, au travail, on parle de la famille, et quand on est chez soi, on parle du boulot. On a besoin de marcher sur 2 jambes, on a besoin de se sentir utile. Donc il y a évidemment la dimension de revenu, mais je crois que d'un point de vue anthropologique, j'en rigolais avec Dominique Méda une fois, quand je montrais à Dominique comment elle se présentait elle-même comme d'abord son métier. Les copains d'Utopia, la première fois que je les ai vus, d'abord, voilà, je suis Franck et je travaille à la Poste.
Donc je leur dis, tu vois, tu expliques que le travail n'a plus aucune valeur, mais toi-même, dès la première minute, tu te définis par ton prénom, que t'ont donné tes parents, ton nom de famille, voilà, ta généalogie, et ton travail. Voilà. Donc tous, on a envie en même temps de montrer ce qu'on a de singulier, ce qui est unique en nous, et de montrer comment on est en commun avec d'autres. Et la dimension du travail, c'est un endroit où on crée des richesses, où on invente, où on s'investit, où on progresse, on grandit en humanité. Ce n'est pas le cas toujours de tous les travaux. Il y a des travaux qui aujourd'hui sont peu humanisants ou même déshumanisants, mais la question du travail reste fondamentale. Donc ce n'est pas la fin du travail, ni d'un point de vue du volume, ni du point de vue anthropologique, mais ce n'est pas non plus les schumpeteriens, ceux qui nous expliquent que la vision moderne, c'est OK, ça se détruit ici, mais ici ça va se recréer, hop, hop, hop. C'est comme ceux qui croient encore qu'il y a une main invisible qui régule les marchés financiers, et il y aurait une main invisible qui régulerait le marché du travail. La réponse est non. Dans tous les pays, le besoin de travail diminue. Donc, est-ce qu'on continue à avoir un partage du travail stupide, sauvage, fait par le marché, ou est-ce qu'on est capable de négocier un autre partage du travail? En Allemagne, dernier argument, quand on nous explique qu'il ne faut pas avoir peur des robots, parce que regardez, en Allemagne, c'est le pays où il y a le plus de robots et c'est le plein emploi. Je crois qu'ils ont raison, il ne faut pas avoir peur des robots. Un robot ne m'a jamais fait peur et je trouve très bien que les boulots dangereux et répétitifs soient faits par des robots plutôt que par des salariés. Mais l'argument de le plein emploi en Allemagne, on voit sur ces deux courbes comment en Allemagne l'emploi dans l'industrie diminue autant qu'en France en proportion. On est parti de plus haut parce qu'il y a moins de tourisme en Allemagne et donc ils sont partis de plus haut, mais la courbe, la diminution tranquille et progressive de l'emploi industriel est la même en France et en Allemagne. Et s'il y a le plein emploi en Allemagne, c'est par le développement des temps partiels et des petits boulots, en particulier dans les services. Mais donc expliquer que le besoin de travail n'aurait pas diminué en Allemagne, c'est faux aussi. Donc je crois qu'il est absolument fondamental, en France, en Belgique, en Espagne, en Allemagne, et grâce au collectif Roosevelt, le débat est en train de repartir dans plusieurs pays d'Europe, je crois qu'il est fondamental de relancer le débat sur un autre partage du travail. Et quels sont les facteurs de succès? Premièrement, je pense qu'il faut une réduction forte du temps de travail. En 1993, on dit parfois que c'est moi qui ai lancé le débat sur la semaine de 4 jours, c'est faux. Une semaine avant l'équipe dans laquelle j'étais, c'est Antoine Riboud, le patron de Danone, qui est un des plus grands industriels d'Europe. Et Antoine Riboud, dans le journal Le Monde, a dit « il faut passer à 4 jours, 32 heures, sans étape intermédiaire ». Un des plus grands patrons d'industrie dit, le lendemain il s'est fait déchirer par tous les patrons du CAC 40 qui lui a dit « Antoine, si tu bouges, on te tue ». Donc c'est un sujet qui, hélas, déclenche de la violence. Mais Antoine Riboud dit « il faut passer à 4 jours, 32 heures, sans étape intermédiaire ». C'est ça qui obligera toutes les entreprises à créer des emplois. Parce qu'on voit bien comment en France, il y a eu le passage à 39 heures. 39 heures, ça n'a créé aucun emploi. En Belgique, il y a eu aussi le passage à 38 heures. Mais si on baisse de 1 heure le temps de travail, soit on ne respecte pas la durée légale, soit on va s'accélérer un peu les cadences, on va s'arranger pour faire plus de boulot, voilà, être plus efficace, mais ça ne crée pas d'emploi. Donc si on veut qu'il y ait des créations d'emplois massives, et je redis qu'il y a plus de 6 millions d'inscrits à Pôle emploi, dont au moins 4 millions de chômeurs qui font 0 heure par semaine. Si on veut des créations d'emplois massives, il faut une RTT qui soit forte. Il faut une RTT qui se fasse sans baisser les salaires. Quand on voit déjà le problème du pouvoir d'achat, il y a 40% des Français qui n'ont aucune épargne, que pour chaque euro qui arrive est important. On ne peut pas baisser les salaires. Et en même temps, on ne peut pas augmenter le coût du travail. Et ce n'est pas seulement à cause des méchants actionnaires, c'est aussi que tous, quand on fait nos courses, prenez par Maminova, parmi les entreprises en France qui sont déjà passées à 4 jours, il y a une entreprise assez connue qui s'appelle Maminova, qui fait des yaourts, de l'emmental, des produits laitiers. C'est une coopérative qui, dans les années 90, ils ont négocié le passage à la semaine de 4 jours, sans baisser les salaires, mais sans augmenter le coût du travail. Parce que si vous allez faire vos courses et que le paquet de Maminova a augmenté de 50 centimes, vous direz c'est super ce qu'ils font, hein. Comme citoyen j'applaudis, mais quand je fais mes courses, je prends Yoplait ou je prends Danone qui est resté moins cher. Voilà. Tous, et y compris les plus précaires, on fait super attention au prix. Et si le prix du paquet de yaourt ou de je ne sais pas quoi augmente ne serait-ce que de 50 centimes, on prendra le concurrent. Donc on a une double contrainte, ne pas baisser les salaires, ne pas augmenter le coût du travail. Bonne nouvelle, c'est possible en France parce qu'on a des sommes considérables quand même qu'on met pour limiter la casse pour les chômeurs. Aux États-Unis, ce serait beaucoup plus compliqué parce qu'on laisse les chômeurs avec très peu d'indemnités, très peu de temps et très peu d'aide. Tandis qu'en France, même si ça n'est jamais suffisant, on met au total à peu près 80 milliards entre nos cotisations, nos impôts. Évidemment, il y a l'UNEDIC,
le Pôle emploi, mais aussi les dépenses des départements, les dépenses de la Sécu. Donc au total, tous les chiffres convergent vers l'idée que le chômage, chaque année, du point de vue bêtement financier, en oubliant une minute la dimension humaine ou sociale, mais du point de vue strictement comptable, chaque année, le chômage nous coûte 80 milliards. Donc l'idée, c'est qu'on peut activer une partie de ces dépenses et dire si l'entreprise passe à 4 jours, et qu'elle crée 10% d'emplois, c'est fondamental, 10% d'emplois en CDI, elle arrête de payer les cotisations chômage. Je retrouve le livre qu'on a fait avec Michel Rocard. C'était le grand combat de Rocard, encore dans la dernière interview de Michel, il n'est plus là pour que vous ayez interviewé, mais 3 semaines avant de rentrer à l'hôpital, Michel Rocard se moquait des socialistes qui avaient abandonné l'idée de la RTT, et Michel Rocard disait que le grand combat des socialistes, c'est la réduction du temps de travail. Et dans le livre qu'on avait fait il y a 4 ans, on finissait par cet accord, qui est l'accord réel dans une entreprise concurrentielle, où on voit, première année, deuxième année, troisième année, ils ont embauché 15% de gens en CDI, 130 personnes qui ont été embauchées en CDI, tous les autres salariés sont passés à 4 jours, donc qualité de vie pour tout le monde, 130 créations d'emplois, et l'entreprise arrête de payer les cotisations de chômage, c'est-à-dire qu'elle économise 8% sur le salaire brut, aussi bien des anciens salariés que des nouveaux. Donc une RTT forte, sous le modèle de 4 jours, et nous on dit 4 jours à la carte. Parce que là, dans cette entreprise, pour presque tout le monde, c'est vraiment du 4 jours, 32 heures. Mais pour les commerciaux ou dans une autre entreprise qui fait des logiciels, à Chambéry, pour ceux qui font de la hotline, c'est vraiment 4 jours par semaine. Mais ceux et celles qui développent les futurs logiciels, c'est plutôt 1 mois de vacances tous les 4 mois. Donc ça peut être à la carte, ça peut être souple. Dans une usine, les gens du marketing n'ont pas la même organisation que les ouvriers ou que la gestion de production ou que la comptabilité. Ça peut être souple, mais c'est bien en moyenne 4 jours, 32 heures. Et si l'entreprise crée 10% d'emplois, elle arrête de payer les cotisations chômage. Et du coup, c'est équilibré aussi bien pour les salariés que pour l'entreprise et pour les finances publiques. Quand Maminova embauche 130 personnes, ça fait évidemment une énorme économie pour Pôle emploi. Ce n'est pas mécanique, il n'y a pas 130 chômeurs en moins, mais ça fait peut-être une centaine de chômeurs en moins payés par Pôle emploi. Et puis ça fait 130 personnes qui vont cotiser pour les caisses de maladie, 130 qui vont cotiser pour les caisses de retraite. 130 familles qui vont payer plus de TVA, qui vont payer des impôts. Donc on a, si vous avez du mal à vous endormir un soir, je vous conseille la lecture de la démonstration de Patrick Artus. Je ne connais personne qui a réussi à la lire jusqu'au bout en une seule traite, mais Patrick Artus explique, qui est professeur à Polytechnique, directeur des études à la Caisse des dépôts et consignations, qui explique que le système Laroux-Turou est équilibré. Il dit « je ne suis pas patron de PME, je ne sais pas comment on l'organise », mais il dit pour tous les acteurs, du point de vue financier, ce système est équilibré, parce qu'il y a bien une condition d'embauche. Et c'est fondamental, et c'est aussi quand on nous demande la différence entre les 4 jours et les 35 heures, un des problèmes, ce qui a tué le débat en France et en Europe, c'est la deuxième loi sur les 35 heures. En fait, il y a eu 3 lois sur le temps de travail en France. Il y a eu la loi de Robien, la première loi Aubry et la deuxième loi Aubry. Et les 2 premières lois ont très bien marché. Et simplement, la dernière, qui a concerné le plus grand nombre de personnes, était très très ambiguë. Et c'est celle dont se servent ceux qui ne veulent plus parler du temps de travail. Ils s'appuient tous sur la 3e loi pour flinguer l'idée. Mais les 2 premières lois ont très bien marché. Dans la loi de Robien, il fallait créer 10% d'emplois, 10% de CDI pour avoir droit à des aides. Dans la première loi Aubry, il fallait créer 6% d'emplois. Et ça marchait. Et toutes les entreprises qui ont négocié avec la loi de Robien ou avec la première loi Aubry, c'était équilibré pour les salariés, pour les chômeurs qui retrouvent du boulot, pour l'entreprise, pour la collectivité. Alors que dans la dernière loi, la 2e loi Aubry, celle qui a concerné la plupart des gens, il y avait beaucoup d'ambiguïté puisqu'en fait, on pouvait garder une durée réelle à 38 heures, on pouvait signer un accord pour mettre la durée officielle collective à 35, mais garder une durée réelle à 38 heures. On pouvait modifier la définition du temps de travail. À Clermont-Ferrand, les ouvriers de chez Michelin, depuis un siècle, ils avaient le droit de prendre une douche quand vous manipulez le caoutchouc qui est chaud, qui ne sent pas bon, qui colle à la peau. Autrefois, ils avaient le droit de prendre une douche avant de rentrer chez eux et c'était compté comme du temps de travail. Et puis avec la 2e loi Aubry, on leur dit, tu sais, quand tu es sous la douche, prends ton temps, parce que tu es déjà en RTT. Donc sans rien changer à la durée réelle du temps de travail, ils avaient déjà 2 heures de moins par semaine. Donc avec la 2e loi Aubry, on pouvait rester à 38 heures ou 37h50 de durée réelle. On pouvait modifier la définition du temps de travail et on avait une exonération même si on créait 0 emploi. Donc entre 2 entreprises, une entreprise où le patron est OK pour dire on joue le jeu, on va créer 3 emplois, et puis le concurrent qui dit non, non, moi je prends les exonérations sans créer aucun emploi, l'exonération était la même que l'on crée ou pas des emplois. Donc la 2e loi, en fait, est un pouce au crime et n'a créé très très peu d'emplois. Et je ne vous parle même pas des hôpitaux,
où ça a été un bazar énorme parce que le ministère des Finances n'avait pas voulu ouvrir les écoles d'infirmières. Tout le monde répète en boucle les 35 heures à l'hôpital se sont très mal passées, mais il faut expliquer pourquoi. Ça n'est pas une fatalité. L'hôpital, il n'y a aucun problème pour passer à 35 heures ou 4 jours si on le veut et si on a formé les gens. L'hôpital, il est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 52 semaines par an. Or, il n'y a aucun infirmier, aucun médecin, aucun personnel soignant qui est là tout le temps. Donc, s'il y a bien un endroit où on a l'habitude de se coordonner et de tourner comme ça, c'est l'hôpital. Et beaucoup de gens dans l'hôpital m'avaient dit les 4 jours, c'est une bonne idée, parce que le secteur, en particulier pour les infirmières, le métier d'infirmière est un métier où il y a une longue formation, et en même temps, elles travaillent souvent un petit nombre d'années parce qu'elles craquent. Elles en ont marre et elles veulent changer de métier. Donc des gens m'avaient dit, s'il y a bien un secteur où il faut lancer le débat sur les 4 jours, c'est le secteur de l'hôpital. Mais en ayant formé des gens. Or, le ministère des Finances, pour faire des économies comptables, le gars ou l'homme ou la femme qui était le responsable, je ne sais pas qui a pris la décision, si c'est le ministre ou si c'est un de ses collaborateurs, a décidé, OK, on mettra en place les 35 heures, puisque c'est une promesse, mais on n'augmente pas les promotions dans les écoles d'infirmières. Donc on savait très bien que ce serait une catastrophe, parce qu'on n'a juste pas formé les gens nécessaires. Et que quand vous êtes auprès d'un malade, d'une femme qui vient d'accoucher ou de quelqu'un, d'un enfant malade ou de quelqu'un qui est en fin de vie, vous n'allez pas faire 15% de productivité. Donc il faut, et c'est une des difficultés de ce pays, c'est qu'on a du mal à faire le bilan de ce qui a été expérimenté. La loi de Robien a très bien marché. Quand on dit avec Michel Rocard qu'il y a 400 entreprises qui sont passées à 4 jours, il y a effectivement 400 entreprises qui sont passées à la semaine de 4 jours avec la loi de Robien. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ? Pourquoi est-ce qu'on en reste dans les grands combats ? L'autre jour, il y avait le débat de la présidentielle entre M. Fillon, M. Macron, M. Hamon. On en restait à un niveau de banalité qui est terrifiant. Il y a en 95 quand même, je suis moi furieux, en 95, il y avait un rapport du plan, le rapport Boissonnat, rédigé à la demande d'Édouard Balladur. Donc ce n'est pas la gauche de la gauche de la gauche, Édouard Balladur et Jean Boissonnat, qui expliquaient qu'il fallait réduire de plus de 20% le temps de travail. Et pour ne pas faire peur aux bourgeois, ils avaient expliqué en 20 ans. Mais tout le monde était d'accord pour dire qu'évidemment, d'ici 2015, c'est une évidence, il faudra tous être en moyenne passer à 4 jours. J'ai retrouvé un débat où j'étais avec Jacques Barrot en 1997, le ministre du Travail sur TF1. Jacques Barrot disait « Larouturou a raison, on peut créer 2 millions d'emplois ». Et la fin de l'émission était un peu houleuse parce que les chômeurs disaient « Mais enfin, monsieur le ministre, si on peut créer 2 millions d'emplois, pourquoi on ne le fait pas ?» Donc c'est quand même une régression intellectuelle dramatique de voir qu'en 1995, tout le monde en gros disait « Oui, il faut reprendre ce mouvement ». On était à 7 jours, on est passé à 6 jours, on est passé à 5 jours. Tout le monde était OK pour dire qu'il faut aller de façon intelligente, de façon bien financée, de façon négociée vers la semaine de 4 jours. Et en 2017, il y a 6 millions de chômeurs. Et quand on parle du temps de travail, on a l'impression que c'est en marchant sur des œufs. Donc après ça, ce n'est évidemment pas la baguette magique. Moi, je crois qu'il faut arrêter, si on comprend la gravité de la situation, il faut arrêter les combats théologiques dans le mauvais sens du terme. On a l'impression qu'il y en a qui disent la seule solution, c'est de baisser le temps de travail. Et puis d'autres disent la seule solution, c'est de baisser les cotisations. D'autres disent la seule solution, c'est la formation. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut en même temps baisser le temps de travail, baisser les cotisations, si l'entreprise crée des emplois, et améliorer la formation. Et avoir un jour de libre par semaine, en particulier dans les PME, c'est fondamental pour pouvoir se former. Je me souviens d'un débat à Orléans, où le débat était presque fini, puis à la fin, un monsieur a demandé le micro, en disant « J'en ai parlé avec ma femme, moi je suis ouvrier, ça fait 8 ans que je n'ai pas eu une heure de formation, je suis dans la même, ou plus de temps, que des années, ça fait 20 ans peut-être que je n'ai pas mis le nez dans un livre, et le patron nous dit que c'est jamais le bon moment pour se former. Il y a des moments où on est charrette, on a trop de boulot, donc ce n'est pas le moment de se former. Il y a des moments où l'entreprise ne va pas bien, donc ce n'est pas le moment de se former, on est là pour trouver des clients. Ce n'est jamais le bon moment pour se former quand on est dans une PME. Et le soir, on est fatigué, le week-end, il y a les enfants. Donc ce monsieur disait, ça fait 20 ans que je n'ai pas mis le nez dans un livre, et si je tombe au chômage, je suis bon pour le chômage de longue durée. Et donc il disait, j'en ai parlé avec ma femme, même s'il fallait perdre 3% de salaire pour passer à 4 jours, ça vaudrait le coup. Donc bonne nouvelle, il n'y a pas besoin de perdre 3% de salaire, on peut passer à 4 jours sans baisse de salaire, et c'est un vrai sujet de négociation, comment permettre à tout le monde, pendant sa journée de liberté, d'accéder à la formation. Soit pour progresser dans son métier, soit pour changer de métier, soit pour le plaisir intellectuel, se former sur la génétique, sur l'art, sur l'histoire de France, ou s'engager. La semaine de 4 jours, c'est aussi l'occasion d'un changement de société, d'avoir du temps pour vivre. Du temps pour soi, du temps pour souffler, du temps pour une vie personnelle, une vie familiale plus équilibrée, du temps pour s'engager dans la vie associative, pour s'engager dans le club de foot du quartier, le club de théâtre, le club de musique. Il y a plein de gens qui obligent leurs enfants à faire du piano parce qu'eux-mêmes sont frustrés. On pourrait leur dire, mais tu as du temps. Et tu peux, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, tu peux te mettre au piano ou au violon, ou te mettre au sport, ou te mettre au théâtre. Donc je crois que
On est à deux doigts du chaos à cause du chômage et de la précarité. Et la question du temps de travail est un des leviers les plus puissants pour sortir du chômage. Et puis c'est aussi du temps pour un équilibre personnel. Moi, je n'ai pas envie d'attendre 65 ans, d'être à la retraite pour avoir du temps pour vivre. Dernier point, quand je dis que ce n'est qu'un levier parmi d'autres, c'est le levier sans doute le plus puissant. À partir des 400 pionniers qui sont déjà passés à 4 jours, on a la chance en France d'avoir 400 entreprises qui sont déjà passées à 4 jours. Et à l'époque, un ami qui était au cabinet de Martine Aubry, on avait eu une fuite et ils estimaient qu'on pourrait avoir 1 600 000 emplois. Alors, il y avait une étude faite par le ministère du Travail qui n'ont pas voulu publier, mais on avait passé la soirée, on avait vu les chiffres, qui nous disaient qu'on pourrait créer le scénario le plus probable, pas le plus optimiste, c'était 1 600 000 emplois. Mais ce n'est évidemment pas la seule chose à faire. Il faut aussi avoir une vraie politique sur les PME, une vraie politique industrielle, une vraie politique sur la question du climat. Ce que dit Nouvelle Donne, c'est que c'est très bien d'avoir fait venir tous les chefs d'État à Paris pour le sommet de la COP21. Du point de vue symbolique, c'est très bien d'avoir un accord international qui dit « Attention, la maison brûle, il faut limiter à 2 degrés et si possible à 1,5 degré le réchauffement climatique ». Mais si on n'est pas capable d'investir très fortement dans les économies d'énergie, on peut faire toutes les déclarations sur la maison brûle tous les ans. On voit que 2016 a été encore pire que 2015, qui était encore pire que 2014. Voilà, ça devient dramatique. Comment économiser l'énergie, comment développer les énergies renouvelables? Nouvelle Donne montre qu'il y a des marges de manœuvre colossales et dont on ne parle pas assez à nos yeux. Au niveau européen, la Banque centrale a décidé de créer 1 000 milliards d'euros. On nous explique en France qu'il n'y a pas d'argent et que donc il faut faire des économies ou qu'on mettra 3 fois rien. Les candidats au présidentiel nous donnent des chiffres sur les questions de climat qui ne sont pas du tout à la hauteur, alors qu'il y a 1 000 milliards qui sont disponibles et que Mario Draghi va créer progressivement et qui met à disposition des banques. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, tous les mois, Mario Draghi, la BCE, crée à partir de rien. Vous et moi, on ne peut pas faire ça, on n'a pas le droit, mais Mario Draghi, il a le droit de créer tous les mois 80 milliards qu'il met à 0,01, enfin gratuitement quasiment, sur les marchés financiers, en espérant que les marchés financiers vont relancer l'économie. Donc nous, ce qu'on dit avec Jean Jouzel, avec Philippe Maystadt, qui est l'ancien ministre des Finances belge, l'ancien président de la Banque européenne d'investissement, avec Miguel Moratinos, l'ancien ministre espagnol, avec la maire de Madrid, qui est à Podemos. En fait, c'est des gens très différents qui soutiennent cette idée, avec Philippe Lamberts, le président des députés écolos au Parlement européen, avec les syndicats belges. Enfin bon, on dit ces 1 000 milliards, au lieu de les mettre sur les marchés financiers, il faut les mettre sur un plan Marshall et que pendant 20 ans, chaque pays, la France, l'Allemagne, l'Italie, ait un droit de tirage de 2% du PIB pour économiser l'énergie. Donc concrètement, la France aurait chaque année 40 milliards à taux zéro pendant 20 ans. On a rédigé un traité, le collectif Roosevelt portait déjà la même idée, on l'a repris avec Nouvelle Donne, et pendant 20 ans, ce n'est pas du one shot, ce n'est pas un truc qui s'arrête dans 18 mois comme on l'a fait pour le photovoltaïque. Pendant 20 ans, on saurait que chaque année, la France a 40 milliards pour économiser l'énergie et développer les énergies renouvelables, pour laisser sous terre tout le carbone qui est enfoui. L'objectif, c'est de ne plus brûler 1 gramme de carbone qui a été enfoui depuis des millions d'années au fond sous nos pieds. Donc c'est tout à fait possible, et si pendant 20 ans on sait qu'on a 40 milliards, ça veut dire qu'à Brest, à Concarneau, à Grenoble, à Paris, à Strasbourg, on sait qu'on peut recruter des gens, qu'on peut les former, qu'on peut créer des filières, parce qu'on aura des financements pérennes pendant 20 ans. Et je pense que c'est le seul moyen de sauver le climat, et ça peut créer 600 000 emplois. Les études de Negawatt ou les études du CNRS disent que si on prend au sérieux la question du climat, on peut créer 600 000 emplois. Donc on voit que la question du temps de travail est le levier le plus puissant. Je pense vraiment que l'ordre de grandeur de 1 600 000 emplois, personne ne sait à 100 000 près, mais oui, on peut créer plus d'1 500 000 emplois si on a un mouvement général. Ça ne veut pas dire imposé, mais un mouvement progressif qui devient général parce que les gens se rendent compte que c'est une bonne idée. Au lieu d'imposer un truc et les gens se mettent en résistance, il faut convaincre les gens. Et petit à petit, ça fera tache d'huile, les gens trouveront des solutions, parce que c'est compliqué dans les PME, mais si on met en place des groupements d'employeurs, on peut s'y retrouver. Donc un mouvement général vers les 4 jours pourrait créer 1 600 000 emplois, un plan Marshall sur le climat pourrait rien qu'en France créer 600 000 emplois, un vrai financement sur les PME évite des milliers de faillites, sur les questions agricoles. L'autre jour, j'étais chez Laurent Pinatel de la Confédération paysanne. Autrefois, il y avait 3 adultes qui vivaient sur la ferme et maintenant, ils mettent moins d'argent dans les engrais, moins d'argent dans les pesticides, moins d'argent dans la chimie. Et avec cet argent, ils ont fait de la masse salariale, il y a 1 personne de plus. Là où il y avait 3 adultes, maintenant, il y en a 4. Donc ça veut dire qu'immédiatement, si on le veut,
il faut en même temps changer la politique européenne. En matière agricole, il faut en même temps remettre d'aplomb des outils de régulation pour protéger le revenu des paysans. Mais sans attendre, on pourrait se dire on peut créer des emplois sur tout le territoire dans l'agriculture. J'ai vu l'autre jour le délégué du personnel de Maminova qui dit que le médecin du travail a fait un bilan au bout de quelques années et qu'on voit qu'en termes de qualité de vie, l'absentéisme a reculé. Donc l'entreprise s'y retrouve, mais c'est parce que les gens vivent mieux. Donc c'était le slogan qu'on avait créé, le premier réseau pour les caseurs, c'était casser le chômage et vivre autrement. Et je crois que ça reste l'objectif. Chacun de nous n'a qu'une vie. On ne peut pas accepter que des millions de gens soient dans la précarité, la pauvreté, la peur du lendemain. Donc il faut casser le chômage, non pas infléchir la courbe en bidonnant les chiffres, mais casser le chômage et vivre autrement, avoir du temps pour vivre.